En janvier 1956, au Salon automobile de Bruxelles, la direction du groupe italien Fiat a présenté un concept qui sonne comme le délire d'ingénieurs ayant trop respiré d'essence. Ils ont décidé de caser 3 rangées de sièges et 6 adultes dans une voiture longue de 3,5 mètres, de placer le conducteur à califourchon sur l'essieu avant et de jeter la roue de secours directement dans l'habitacle, au pied du passager. Et le plus cocasse dans toute cette histoire, c'est que ce monstre spatial ne s'est pas contenté d'entrer en production en série, mais qu'il a conceptuellement humilié les constructeurs Mercedes-Benz et des usines bavaroises de moteurs pendant 3 décennies. Si vous tapez dans la recherche la phrase sur la voiture la plus laide du monde, Internet vous proposera obligeamment la Fiat Multipla de 1998 avec son nez de dauphin et ses phares sous le pare-brise. Mais c'est une erreur de perception. Ce petit-fils n'était qu'une catastrophe stylistique. La véritable histoire du cynisme d'ingénieur a commencé avec son grand-père, la Fiat 600 Multipla originale de 1956. Les contemporains ne la jugeaient pas laide. Il l'a jugée fonctionnelle. Elle ressemblait à un hydrophile auquel on aurait purement et simplement coupé le capot. Des souffleries aérodynamiques ont prouvé un fait absurde. Si l'on retournait cette voiture, le coefficient de traînée s'améliorait. L'arrière de la voiture, au toit incliné, fendait l'air mieux que l'avant plat comme un mur de béton. Mais l'aérodynamique intéressait les Italiens en dernier lieu, car ils avaient pour mission de survivre dans la misère d'après-guerre. L'Italie des années 50 du siècle dernier n'avait rien à voir avec la Dolce Vita des films de Fellini. C'était un pays qui tentait de se reconstruire à partir de morceaux après une guerre dévastatrice. Le soi-disant boom économique commençait. Les rues de Rome et de Milan se remplissaient de plombiers, d'électriciens, d'artisans et de charpentiers. L'ouvrier italien typique de cette époque avait un problème fondamental. Il n'avait pas les moyens de posséder 2 voitures. Il lui fallait un fourgon utilitaire pour charger, le matin, des tuyaux, des sacs de ciment et des briques. Et le soir, ce même ouvrier avait besoin d'un véhicule de transport pour passagers afin d'emmener sa grande famille catholique à la messe du soir ou chez des parents dans le village voisin. Acheter un camion séparé et une berline séparée aurait été un suicide financier. En ce temps-là, les ingénieurs de Mercedes-Benz assemblaient fièrement des lourdes et pompeuses berlines à empattement de 3 mètres, gaspillant l'espace avec l'efficacité d'un propriétaire terrien ivre. Les usines bavaroises de moteurs tentaient tout simplement de survivre en vendant soit des microscopiques voiturettes Isetta dans lesquelles 2 personnes avaient du mal à entrer, soit des limousines luxueuses et déficitaires. Personne en Allemagne n'essayait même de résoudre le problème d'une capacité maximale sur une surface minimale. C'est Dante Giacosa, le constructeur en chef de Fiat, qui s'est attaqué à cette tâche. Giacosa a regardé la Fiat 600 2 portes de base, qui venait tout juste de sortir de la chaîne, et a compris que cette capsule était totalement inutile pour les familles nombreuses et les chauffeurs de taxi. Il lui fallait un miracle. Il devait créer le premier monospace compact de série au monde, 30 ans avant que les Français et les Américains n'inventent le Renault Espace et le Chrysler Voyager. La direction de Fiat, dirigée par le strict directeur général Vittorio Valletta, posa une condition. Créer quelque chose de spacieux, mais sans dépenses énormes. Il n'y avait pas d'argent pour développer une nouvelle plateforme à partir de zéro. Giacosa reçut l'interdiction formelle de modifier l'empattement de la Fiat 600 de base. Il disposait strictement de 2000 mm entre les essieux. Dans ces 2000 mm, il fallait caser 6 personnes. Un ingénieur ordinaire aurait, à ce moment-là, posé sa démission et serait parti vendre de la pizza. Giacosa prit le dessin et prit une décision radicale. Il ne chercha pas à allonger la carrosserie. Il prit le conducteur et le passager avant et les déplaça simplement vers l'avant, directement sur l'essieu avant, dans la zone où, dans les voitures normales, se trouvent le moteur et les zones de déformation. Le moteur de la Fiat 600 se trouvait à l'arrière,
C'était un 4 cylindres en ligne à refroidissement par eau de 633 cm3. Devant, il ne restait plus aucun capot. Le pare-brise commençait là où finissaient les genoux du conducteur. Un problème physique banal se posa. Où placer la roue de secours ? Dans une voiture sans capot et avec l'arrière du coffre occupé par le compartiment moteur, elle n'avait tout simplement pas d'endroit où aller. Giacosa ne compliqua pas la construction avec des supports suspendus sous le plancher. Il jeta la roue de secours de pleine dimension directement dans l'habitacle, au pied du passager avant droit, en la recouvrant cyniquement d'un morceau de dermatine bon marché. Si vous vous asseyez à droite du conducteur, c'était la roue de secours qui vous servait de repose-pied. Mais le conducteur souffrait encore davantage. À cause de la position à califourchon sur l'essieu et de l'absence de porte-à-faux avant, le mécanisme de direction dut être conçu entièrement à neuf. La colonne de direction ne passait pas en oblique sous le capot, comme dans toutes les voitures normales. Elle descendait dans le plancher de façon absolument verticale. Le tube de l'arbre de direction passait exactement entre les pédales d'embrayage et de frein. Pour conduire cette automobile, le conducteur devait littéralement entourer la colonne de direction avec ses genoux et réapprendre à poser les pieds sur les pédales. Cette solution ergonomique évoquait un appareil de torture de l'Inquisition, mais elle fonctionna. La voiture, plus courte qu'une Mini Cooper moderne, accueillait 6 personnes. La zone de déformation était absente dans cette construction en tant que phénomène physique. En cas de choc frontal contre un obstacle, seule une couche millimétrique de tôle de la planche de bord séparait le conducteur. Le rôle d'absorbeur de l'énergie cinétique était assumé par les genoux des personnes assises à l'avant. Pour des vitesses d'environ 40 km/h dans les embouteillages muets de Rome, cela passait pour un compromis acceptable. Sur les routes de campagne, toute collision sérieuse transformait l'avant en boîte de conserve. Mais les chauffeurs de taxi et les plombiers italiens ne pensaient pas au crash test. Ils pensaient à la manière d'enfoncer un maximum de charge utile dans un volume minimal. Et sur ce paramètre, la Fiat 600 Multipla bâtit à plate couture toute l'industrie automobile mondiale. Les ingénieurs allemands regardaient cette goutte sur roue avec stupéfaction, tandis que les Italiens s'emparaient méthodiquement du marché des transports commerciaux et de voyageurs dans les villes étroites d'Europe. Les journalistes automobiles des époques tardives, habitués aux répartitions de masse vérifiées au millimètre des berlines modernes, ont engendré le principal mythe de garage concernant cette automobile. Il existe une anecdote populaire selon laquelle, en appuyant brusquement sur la pédale de frein, la Multipla vide piquait du nez et pouvait facilement se renverser vers l'avant en raison du centre de gravité catastrophiquement déplacé. La logique des dilettantes semblait en béton armé. Le conducteur et le passager sont assis à l'avant, il n'y a pas de capot métallique lourd, et le minuscule moteur à l'arrière ne crée pas de contrepoids suffisant sur l'essieu arrière. Mais Dante Giacosa n'était pas un étudiant naïf concevant des trottinettes. Les constructeurs du groupe Fiat comprenaient parfaitement que la suspension avant standard de la Fiat 600 de base, avec son fragile ressort transversal, ne supporterait tout simplement pas la masse de 2 hommes adultes assis directement au-dessus d'elle. La solution fut trouvée dans le stock de pièces détachées de l'usine sans grand sentimentalisme. Les ingénieurs renoncèrent totalement au groupe avant d'origine et installèrent une suspension indépendante renforcée avec un puissant ressort transversal, des amortisseurs télescopiques et un stabilisateur de roulis, emprunté à la berline Fiat 1100 beaucoup plus lourde et massive. Avec elle migrèrent également une direction plus robuste. Cette intervention chirurgicale grossière mais extrêmement efficace résolut brillamment le problème de la répartition des masses et des roulis de la carrosserie. La voiture ne se retournait pas lors d'un freinage d'urgence. Elle mordait l'asphalte avec l'obstination d'une locomotive chargée, laissant des traces noires de pneumatiques. En avril 1956, au Salon automobile de Turin, fut présentée une modification spéciale taxi qui, en quelques mois, devint l'absolu monopole sur le marché italien des transports de passagers. Les rues médiévales étroites de Rome,
de Naples et de Milan ne permettaient catégoriquement pas d'utiliser les imposantes berlines américaines à châssis. Ce qui fonctionnait parfaitement aux États-Unis d'Amérique provoquait dans les ruelles italiennes un effondrement total de la circulation au premier carrefour venu. La Multipla, quant à elle, pouvait effectuer un demi-tour littéralement sur place. La version destinée au parc de taxi présentait une disposition intérieure encore plus cynique que celle de la version civile familiale. À l'avant, les ingénieurs n'avaient laissé qu'un seul siège pour le conducteur. L'espace à droite, où se trouvait dans la version familiale la roue de secours et le siège passager avant, fut transformé en une plateforme de chargement plane, grossièrement recouverte d'un épais tapis de caoutchouc bon marché. Les chauffeurs de taxi y jetaient négligemment les lourdes valises et sacs, tandis que les clients eux-mêmes prenaient place avec un relatif confort sur les banquettes d'arrière. Aucun autre véhicule commercial en Europe de cette époque n'offrait une telle densité d'emballage du volume utile par centimètre carré de surface occupée sur la route. Mais pour cette géniale optimisation spatiale du volume intérieur, il fallait payer cruellement par un confort physique. Le système de chauffage de ce minibus se moquait ouvertement des lois fondamentales de la thermodynamique. Comme le petit moteur à refroidissement par eau se trouvait dans le porte-à-faux arrière extrême et que le radiateur y était fixé directement à côté, en aspirant l'air à travers d'étroites fentes latérales dans la carrosserie, la principale source de chaleur se trouvait à la distance maximale du conducteur. Les ingénieurs durent poser de fins conduits d'air chaud à travers tout le plancher métallique de la voiture. En pratique, cela signifiait qu'amener la chaleur jusqu'à l'avant de l'habitacle en plein hiver froid était une tâche physiquement irréalisable. Pendant que l'air chaud parcourait péniblement 3 mètres dans le tunnel métallique gelé sous le plancher, il refroidissait totalement jusqu'à la température de l'air extérieur. En hiver, le conducteur et le passager avant étaient contraints de rester assis en manteau de laine épais et en gants de cuir épais. En même temps, les passagers de la 3e rangée, assis littéralement à quelques centimètres au-dessus du bloc-cylindre en fonte bouillante, transpiraient abondamment à cause de la chaleur insupportable. La voiture fonctionnait comme une chambre climatique défectueuse, avec 2 zones absolument incompatibles. Un congélateur autour du volant et une sèche-sauna agressive sur la banquette arrière. Les caractéristiques dynamiques de la version de base de la première série provoquaient un rire franc même chez les conducteurs de tracteurs agricoles. La minuscule 4 cylindres en ligne de 633 cm3 développait misérable 21 chevaux et demi à 4600 tours par minute. La masse à vide de l'automobile s'élevait à modeste 700 kg, mais cela restait déjà trop pour un groupe motopropulseur aussi franchement faible. L'accélération jusqu'à 100 km/h n'était tout simplement pas indiquée dans les caractéristiques techniques d'usine, car ce chiffre précis était inaccessible dans des conditions routières réelles. La vitesse maximale au catalogue butait fermement sur 90 km/h. Accélérer une voiture entièrement chargée avec 6 adultes à bord jusqu'à 100 était physiquement impossible sans l'aide d'un vent arrière ouragan. Tout dépassement sur une route de campagne se transformait en un problème mathématique risqué. La situation s'améliora légèrement seulement à l'automne 1960, lorsque l'usine sortit une version remise à jour. La cylindrée fut portée à 767 cm3 et la puissance monta à 29 chevaux. La vitesse maximale atteignit péniblement 105 km/h, ce qui restait catastrophiquement peu, mais permettait au moins à la voiture de ne pas être écrasée par le flot de lourds camions. Malgré tous ces compromis techniques sévères, la classe ouvrière italienne pardonnait à l'automobile absolument tous les défauts techniques, en raison du système phénoménal de transformation de l'habitacle exigu. Le mécanisme de rabattement des sièges passagers était conçu de telle sorte que les dossiers des 2e et 3e rangées s'abaissaient strictement bord à bord, formant un plancher métallique absolument plat depuis le dossier du siège conducteur jusqu'au bouclier moteur arrière. Ce n'était pas seulement un compromis marketing misérable, c'était une véritable plateforme de chargement utilitaire.
Le matin, le propriétaire chargeait sans pitié jusqu'à 150 kg de ciment mouillé, des bottes de tuyaux métalliques rouillées et de lourdes caisses d'outils en fonte. L'indépendante suspension grinçait ouvertement, le moteur s'étouffait sous l'effort, les freins à tambour surchauffaient dans les descentes raides, mais la voiture avançait obstinément et rapportait à la famille un revenu stable. Et le soir, après avoir rapidement essuyé la poussière de chantier épaisse du Dermatine bon marché, ce même ouvrier relevait les sièges depuis le plancher, les fixait avec des loquets mécaniques rigides et obtenait un monospace 6 places pour emmener sa nombreuse parentèle au service dominical. En outre, la Multipla conserva jusqu'au retrait complet de la chaîne au printemps 1969 les portes avant suicidaires s'ouvrant à contresens de la marche, car remanier le complexe emboutissage avant de carrosserie pour un modèle obsolète n'aurait présenté aucun intérêt économique pour le service comptable du groupe. L'autobiographie du constructeur en chef Dante Giacosa, parue sous le titre sec de « 40 ans de conception chez Fiat », constitue un véritable trésor documentaire pour comprendre le niveau de désespoir technique qui régnait dans les bureaux de Turin au début des années 50 du siècle dernier. Giacosa décrit en détail les tourments consistant à caser 6 adultes dans une carrosserie longue de 3,53 m exactement. C'était un processus qui évoquait la tentative d'enfoncer l'inenfonçable en n'utilisant qu'une règle à calcul et les menaces de licenciement du directeur général. Le problème ne consistait pas seulement à disposer simplement les sièges. La véritable catastrophe technique fut la distance entre le conducteur et le groupe motopropulseur. Comme Giacosa avait radicalement avancé le poste de conduite jusqu'à l'extrême avant de la voiture, tandis que le moteur et la boîte de vitesse restaient suspendus derrière l'essieu arrière, les ingénieurs durent tirer des canalisations de commandes incroyablement longues à travers tout le plancher du véhicule. Le système de changement de vitesse devint une forme distincte d'absurdité cinématique. Le levier métallique de vitesse, qui sortait du plancher à côté du conducteur, était relié à la boîte par une longue tringlerie composite qui passait sous 3 rangées de sièges en contournant les renforts transversaux de la carrosserie. En raison de la longueur colossale de cette tige métallique et des jeux inévitables dans les multiples articulations, le choix du rapport voulu ressemblait à une tentative de remuer du gravier dans un tonneau de bitume avec une masse. Le conducteur n'était jamais tout à fait sûr de la vitesse qu'il venait d'engager dans le carter. La première, la troisième ou la marche arrière. Une erreur lors d'un changement sur une côte raide pouvait entraîner l'arrêt de la voiture lourde et la surchauffe de l'embrayage. Le câble d'embrayage souffrait d'une maladie similaire de gigantisme. Le long câble d'acier, tendu sur toute la longueur de l'empattement, avait la propriété de s'étirer banalement sous les charges mécaniques constantes. Chaque pression sur la pédale dure exigeait une force physique non négligeable, et le moment de fermeture des disques variait en fonction de la température ambiante et du degré d'usure des fils métalliques. La réparation de ce système dans un garage étroit et humide ressemblait à une tentative d'assembler un mécanisme complexe à l'aide d'une clé à molette grossière. Le remplacement d'un câble rompu ou le réglage du sélecteur de boîte de vitesse exigeait du mécanicien la souplesse d'un acrobate de cirque, parce que l'accès à ces longues conduites par en dessous était obstrué par les éléments du plancher plat. Le moteur exigeait lui aussi une attention constante. Le circuit de refroidissement semi-ouvert entraînait le fait que le joint de culasse était percé avec une régularité enviable, surtout si le propriétaire surchargeait la voiture de briques par une chaude journée d'été quelque part dans le sud de l'Italie. Le système de prise d'air à travers les étroites fentes latérales des ailes arrière fonctionnait à la limite de ses possibilités physiques. Dans les embouteillages urbains denses, le petit moteur s'étouffait et l'aiguille de température du liquide de refroidissement grimpait impitoyablement dans la zone rouge. Les journalistes indépendants de l'autoritaire publication italienne Quattro Ruote, en février et en mai 1956, soumirent la Multipla à une série de tests routiers sévères.
Ce sont précisément leurs procès-verbaux d'essais jaunis qui constituent aujourd'hui la principale preuve en béton armé du fait que les récits de garage sur la voiture qui se renversait lors d'un freinage d'urgence ne sont rien de plus qu'une invention historique. Les essayeurs effectuèrent des dizaines de ralentissements d'urgence sur divers revêtements asphaltés et en terre, avec une charge commerciale complète et un habitacle de passagers absolument vide. La suspension avant renforcée de la berline Fiat 1100 absorbait les chocs de façon grossière, rigide, mais absolument prévisible. La distance de freinage pour le lourd compact monospace équipé de mécanismes à tambour archaïques sur les 4 roues se révéla tout à fait raisonnable selon les critères sévères du milieu du XXe siècle. La pédale de frein était dure comme un bloc de granit et ne disposait d'aucun servo-frein à dépression. Mais la voiture s'arrêtait en suivant une trajectoire droite et régulière, sans chercher à basculer par-dessus son propre pare-choc avant, ni à partir en dérapage incontrôlé. Les journalistes ne détruisirent franchement qu'un seul système technique, ce fameux dispositif de chauffage de l'habitacle tristement connu. Dans les publications officielles, ils conseillaient directement aux futurs acheteurs de porter des vêtements chauds et épais pour l'utilisation hivernale, constatant l'impuissance technique totale de l'usine turinoise face aux lois fondamentales de la thermodynamique. La question des panneaux de carrosserie et de la sécurité passive mérite un examen séparé. En 1965, le Fiat 600 2 portes de base subit une modernisation industrielle obligatoire afin de se conformer aux nouvelles normes européennes. L'usine transféra enfin les charnières de porte sur le montant avant, obligeant les portes à s'ouvrir correctement dans le sens de la marche. Cela éliminait le risque que le flux d'air dense venant en sens contraire ouvre une porte mal fermée à vitesse et arrache une personne de l'habitacle directement sur l'asphalte. Mais la multipla commerciale ignora cyniquement cette modernisation. La construction de l'avant de la carrosserie du compact monospace était tellement spécifique et surchargée d'éléments de force que le déplacement des pièces encastrées renforcées pour les charnières aurait nécessité la création de matrices de carrosserie entièrement nouvelles et coûteuses. Les comptables du groupe italien, après avoir calculé le coût du développement et de la mise en œuvre de ces nouvelles matrices de production, refusèrent catégoriquement d'allouer un budget supplémentaire pour cela. En conséquence, les familles italiennes nombreuses et les chauffeurs de taxis urbains rigoureux continuèrent à rouler avec les dangereuses portes avant suicidaires jusqu'au printemps 1969, lorsque l'ancien modèle fut définitivement retiré de la chaîne de montage. Le froid calcul financier s'avéra bien plus important que la survie potentielle des consommateurs. Cette automobile paradoxale combinait en elle la génie de l'agencement spatial et l'absolu bon marché de l'exécution, créant un contraste incroyable entre les hautes ambitions des concepteurs et la dure réalité de l'atelier d'assemblage. La voiture pourrissait rapidement, se cassait, surchauffait sur les longues montées et gelait le conducteur pendant un hiver rigoureux, mais continuait à tirer obstinément sur ses épaules métalliques toute une économie d'un pays européen en renaissance. Outre les versions passagers standards, sur cette même base à empattement raccourci étaient produits de véritables fourgons commerciaux par les ateliers de carrosserie Coriasco et OM. Ils prenaient le châssis génial de Giacosa et y coiffaient des cabines métalliques carrées, transformant la gracieuse goutte aérodynamique en un laid mais incroyablement pratique briquet de chargement sur de minuscules roues de 12 pouces. Ces fourgons livraient quotidiennement du pain frais, le courrier d'État et de petites marchandises industrielles dans toutes les étroites ruelles médiévales d'Italie, consolidant définitivement pour la plateforme le statut de transporteur national sans alternative. Le tirage total de toutes les modifications produites atteignit l'impressionnant chiffre de 240 000 exemplaires. La fine tôle de carrosserie commençait à se couvrir de rouille traversante des 3 ans d'exploitation intensive à longueur d'année dans le climat humide méditerranéen. Mais les Italiens se contentaient de souder les trous avec de simples plaques métalliques bon marché et remettaient la voiture en lourde course commerciale.
Au printemps 1969, la chaîne d'assemblage de l'usine turinoise arrêta définitivement la production de ce paradoxal compact monospace. La raison officielle du retrait du modèle fut l'usure critique des matrices de carrosserie et le complet vieillissement moral de la construction, qui, physiquement, ne pouvait plus répondre aux nouvelles exigences de sécurité. À la place de la géniale solution spatiale de Dante Giacosa, arriva la Fiat 850 Familiare. Et à ce moment historique, l'industrie automobile fit un pas volontaire en arrière dans son développement intellectuel. La nouvelle voiture ne chercha plus à devancer l'époque de 3 décennies. Les ingénieurs du groupe italien se lassèrent tout simplement de lutter contre les lois fondamentales de la physique, se lassèrent d'entendre les plaintes concernant les conducteurs qui gelaient et dessinèrent tout simplement un monotone parfaitement carré minibus. La nouvelle modèle reçut un normal, nettement marqué capot avant, des flancs plats et une disposition prévisible du volume intérieur passager. Disparut à jamais la posture effrayante du conducteur à califourchon sur l'essieu avant, rentra dans l'histoire cette fameuse colonne de direction verticale coincée entre les pédales d'embrayage et de frein. Le conducteur du nouveau monospace ne servait plus de tampon biologique vivant lors d'un choc frontal. Mais en même temps, disparut totalement cette phénoménale densité d'emballage des personnes qui rendait la Multipla originale un véhicule unique. Les constructeurs automobiles allemands et français expirèrent littéralement de soulagement, parce que les Italiens avaient renoncé de leur plein gré à la conception radicale que personne en Europe ne pouvait techniquement copier sans des coûts financiers colossaux pour refaire entièrement leur plateforme de base. L'ironie historique de cette machine réside dans le fait que l'automobile, créée à partir de l'absolue misère nationale et du désespoir, a survécu à la plupart des luxueuses berlines premium de son époque, non pas dans les musées automobiles stériles, mais sur les rues réelles, couvertes de boue. La Multipla ne stationnait pas dans les garages chauffés des collectionneurs fortunés. Elle était impitoyablement et méthodiquement tuée par une exploitation commerciale quotidienne sévère. À la fin des années 70 du siècle dernier, trouver sur le marché secondaire italien un exemplaire d'occasion sans trou traversant dans les seuils porteurs de carrosserie et avec le moteur d'origine d'usine était bien plus difficile que de rencontrer un docker sobre le vendredi soir. Ces machines utilitaires de travail étaient exploitées à sec, réparées à la lourde masse, à la soudure bon marché et aux fils d'acier rouillés dans les garages humides. Et quand la fine carrosserie porteuse finissait par se fendre en deux sous l'effet de la corrosion progressive, les voitures étaient simplement abandonnées à rouiller dans les arrière-cours des exploitations agricoles, ou massivement envoyées sous la presse hydraulique froide. Personne en pleine possession de ses moyens ne percevait à cette époque ce fourgon étroit et lent comme une quelconque valeur culturelle. Pour la classe ouvrière italienne, c'était simplement un morceau de métal fin usé, un outil utilitaire comme une pince, qui avait honnêtement gagné ses modestes sommes et avait légitimement mérité une mort sans gloire sur la décharge automobile municipale. C'est précisément pour cette raison cynique que, sur le tirage initial d'environ 130 000 versions civiles, seules de misérables unités ont survécu jusqu'à nos jours, pour lesquelles les maisons de vente aux enchères d'élite exigent désormais des sommes folles, comparables au prix d'un nouvel appartement spacieux dans le centre historique de Milan. Et ici nous devons revenir à cette marque historique absolument injuste de la voiture la plus laide du monde, que les critiques automobiles superficielles collent par erreur au modèle de 1956. Ce mythe de garage est né exclusivement parce que les journalistes paresseux confondent constamment le monospace compact classique original avec l'avorton dauphiniforme du design italien de la fin des années 90. La Fiat Multipla de 1998 était effectivement laide, et elle l'était précisément parce que ses créateurs grassement payés cherchaient à être originaux pour l'originalité même. Ils ont artificiellement posé des phares ronds directement sous le pare-brise
et modelé un énorme et inutile bourrelet graisseux sur le capot plastique, simplement parce qu'il voulait épater le public à bon marché. C'était un design vide, dénué de sens, fait pour le design, ne portant aucune charge technique. L'original Fiat 600 multiplat du milieu du XXe siècle, en revanche, avait une apparence étrange uniquement en raison de sa logique technique impitoyable. La forme de sa carrosserie était à 100% dictée par la fonction utilitaire rigide. Le constructeur en chef, Dante Giacosa, n'a jamais cherché à dessiner une voiture esthétiquement belle ou à la mode. Il résolvait sévèrement la formule mathématique la plus complexe. Comment emballer le maximum de masse utile dans le plus petit rectangle dimensionnel possible, avec un budget de développement dérisoire entre les mains. Et il résolut cette formule avec brio, en sacrifiant les proportions automobiles classiques pour la survie du projet. L'apparence de cette automobile ne devint qu'un produit secondaire, inévitable de son calcul spatial génial. Accuser ce compact monospace spartiate de laideur visuelle équivaut à accuser sérieusement d'être laid un excavateur industriel à chenilles, un bloc de béton gris ou une grosse clé à molette de plombier. La multiplat originale de 1956 n'a jamais cherché à flatter l'essence esthétique de ses propriétaires. Son profil en goutte d'eau était dicté exclusivement par le fait que le moteur se trouvait à l'arrière et que la direction ainsi que les jambes du conducteur butaient contre le pare-choc avant. Ce design était honnête jusqu'à la cruauté. Il n'y avait pas une seule fausse applique chromée ou un seul embouti décoratif qui n'aurait pas eu de sens fonctionnel. Chaque ligne de carrosserie ne servait qu'à un seul but: assurer la rigidité maximale de la construction avec une consommation minimale de tôle d'acier. Les artisans italiens qui achetaient cette voiture à tempérament comprenaient parfaitement ces règles du jeu sévère. Ils ne la regardaient pas comme une belle œuvre d'art. Ils y voyaient un mécanisme endurant capable de nourrir leurs familles nombreuses pendant les dures années de reconstruction économique de l'Europe d'après-guerre. Aujourd'hui, alors que les groupes mondiaux dépensent des milliards d'euros pour nous convaincre de l'urgente nécessité d'acheter des tout-terrains de 3 tonnes pour aller chercher un paquet de lait, le concept de base de l'original Fiat 600 multiplat apparaît comme une gifle cruelle au marketing automobile moderne. Dante Giacosa, avec un budget qui aujourd'hui ne suffirait pas à développer une poignée de portes en plastique pour les usines bavaroises de moteurs, créa un paradoxe de transport. Il prouva au monde que, pour transporter 6 adultes, il n'était pas nécessaire de disposer d'un empattement de 5 mètres et d'un moteur de 4 litres de cylindrée. Il fallait seulement une saine audace d'ingénieur, la volonté de sacrifier le confort du conducteur au profit de la praticité et l'absence totale de peur face à des solutions spatiales non conventionnelles. Les historiens automobiles officiels aiment désigner les Français avec leur Renault Espace ou les Américains avec leur Chrysler Voyager comme les inventeurs des monospaces familiaux, véhicules qui ne firent leur entrée tapageuse sur le marché mondial qu'au début des années 80 du XXe siècle. Mais la vérité documentée est que le concept du véhicule monovolume à siège rabattable formant un plancher plat fut réalisé en métal et vendu à des centaines de milliers d'exemplaires près de 30 ans plus tôt. Pendant que les ingénieurs repus de Stuttgart dessinaient des capots infiniment longs afin d'y loger des moteurs 6 cylindres en ligne, les constructeurs turinois se contentèrent de jeter le capot avant à la décharge de l'histoire. Ils placèrent cyniquement un être humain directement sur l'essieu avant et forcèrent cette boîte d'acier à travailler pour le bien du produit intérieur brut italien. Ce fut la victoire d'une ingénierie pratique, affamée et furieuse sur le pathos automobile repu. Dans la construction de ce compact monospace, il n'y avait pas un gramme de volonté de sembler autre chose que ce qu'il était. Si l'on avait terriblement froid en hiver, on se contentait de mettre un manteau de laine. Si le câble d'embrayage long de 3 mètres se rompait, on se glissait sous le plancher métallique absolument plat et l'on s'écorchait les mains jusqu'au sang contre les éléments rouillés de la tringlerie complexe. Mais en échange,
la machine spartiate proposait un marché honnête. Elle transportait sans protester votre famille, les lourdes briques et les passagers occasionnels sur cette minuscule portion de chaussée que la Volkswagen Golf moderne consacre exclusivement à l'installation du moteur transversal et des 2 sièges avant. La Fiat 600 Multipla n'a jamais été laide au sens propre du terme. Elle était d'une rationalité extrême, effrayante. Elle était de plusieurs ordres de grandeur plus intelligente que la plupart des machines encombrantes de son époque, parce qu'elle résolvait une tâche sociale fondamentale avec des moyens techniques minimaux. C'est précisément pour cette raison que la Multipla classique mérite une place d'honneur au panthéon des plus grandes automobiles de série du XXe siècle. Elle se tenait aux toutes premières origines de la mobilité urbaine, prouvant de façon béton armé que l'agencement intérieur avisé bat toujours la masse brute. Ce n'est pas une histoire amusante sur la façon dont des Italiens joyeux ont fait une voiture drôle par ennui. C'est un drame sévère sur la façon dont la crise économique brutale a contraint un constructeur génial à violer toutes les règles concevables de la construction automobile classique et à sortir vainqueur du combat. Le placement arrière d'un moteur chétif, la colonne de direction verticale entre les genoux, la roue de secours à la place du tapis de sol en caoutchouc et l'absence totale de zone de déformation sécuritaire, ce ne sont pas des erreurs de conception. C'est le prix que l'Italie, épuisée, a payé pour le droit de mettre sur roue ses citoyens qui ne pouvaient pas s'offrir l'achat d'une berline de taille normale.